Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition des Ateliers républicains, organisée par Elnet et Gérard Rabinovitch, philosophes et sociologues. Nous allons traiter aujourd'hui d'un sujet un peu plus géopolitique qu'à l'accoutumée. Nous allons parler de l'invasion russe de l'Ukraine qui a débuté le 24 février dernier. Et pour ce faire, nous accueillons Boris Tcherny, professeur de littérature et civilisation russe à l'Université de Caen, qui va nous livrer son analyse de la situation. Avant votre intervention, Monsieur Tcherny, je vais demander à Gérard Rabinovitch de nous présenter les contours du sujet. Commenter donc les événements tragiques en cours en Ukraine exige engagement et précaution. D'abord parce que rien n'est fini, loin de là. Beaucoup de rebondissements, de nouvelles tragédies sont à prévoir, bien plus sûrement qu'un apaisement. Un apaisement que certains prophètes de plateau télé, en office de comptoir de zinc pour bavardage éméché, auraient voulu pouvoir déjà annoncer depuis quelques jours avec manifestement l'impatience d'un dormeur dérangé en plein rêve méliflu et qui n'attend qu'une chose, celle d'y retourner. Ensuite, parce qu'il y a tant de dessous de cartes, d'entrelacs géostratégiques et géopolitiques, d'entrées dérobées, de calculs instrumentaux dans cette tragédie en cours, qu'il serait difficile de dessiner l'entrelac des lignes de force sous-jacentes aux origines du conflit. Dans ce brouillard, et selon cette perspective, néanmoins un, à la périphérie des acteurs décisifs, mais au cœur nucléaire des événements actuels, sort du lot un indicateur de route. Il s'agit de Garry Kasparov, qui en 2014 écrivait un livre d'alarme qu'on croirait avoir été écrit il n'y a que quelques semaines. Ça s'appelle « Winter is coming », avec pour sous-titre « Stopper Vladimir Poutine et les ennemis du monde libre ». C'est bluffant d'intelligence, d'information et d'anticipation, et les indigences faites d'incompréhension, voire de complicité qu'il pointe explicitement, expliquent sûrement pourquoi l'ouvrage n'avait pas trouvé l'écho nécessaire qu'il méritait. Les vérités qu'il contenait prenaient trop à rebrousse-poil les mièvreries political correct de la caste des médiateurs. Quelques rares connaisseurs ne s'y étaient pourtant pas trompés, tels Anne Applebaum, l'auteur du monumental Goulag, une histoire, qui faisait précieux addenda aux œuvres de Solzhenitsyn et de Chalamov. Essayez de trouver le livre de Kasparov, vous ne perdrez pas votre temps. Si la précaution est requise, par contre, on doit, d'une part, écouter ce qui montre son nez dans ces moments tragiques, tenter d'attraper ce qui vient y faire signe et essayer de les interpréter. Et d'autre part, éclairer en arpentage documenté les arrière-scènes d'une région du globe qui ne rentrait que peu dans le cadre des attentions médiatiques et documentaires jusque-là. Il a fallu ces villes et villages d'Ukraine sous le feu des canons, des avions, des missiles et des bandes armées de soudards, dévastés et martyrisés, et qui vont l'être encore, pour placer en effet, par l'attaque subie, ces territoires sur la scène mondiale, et que leurs contours et reliefs s'affichent maintenant en cartes infographiques dans les journaux et les sites d'information. Je l'ai dit en invitation à notre rencontre d'aujourd'hui, mais je le redis, ce sont des terres sanglantes et des terres fécondes. Terres de sang, de douleur, de dévastation et de désolation aujourd'hui, mais en remontant le temps, terre de la catastrophe de Tchernobyl qui menaça la planète, terre de l'extermination des populations juives par les massacres de masse dans le sillage des avancées de la Wehrmacht perpétrées par les groupes NSAS Group, secondés par les milices nationalistes ukrainiennes bendéristes. Plus en amont encore, c'est les terres de la grande famille Holodomor des années 30, organisée par le pouvoir stalinien, sous prétexte de dékoulakisation, qui fit des millions de morts. Terre de la guerre civile des années 20, des brigandages blancs et rouges, des pogroms massifs par les bandes cosaques, pétlouristes ou boudiénistes. Terre des pogroms depuis 1880, répétés ensuite de 20 ans en 20 ans, et des accusations de meurtres rituels. On peut même remonter jusqu'aux révoltes cosaques de Khmelnytsky au milieu du XVIIe siècle, qui déjà furent l'occasion de massacres de juifs en masse. Mais terre de fécondité aussi, celle d'une production céréalière cruciale à l'échelle mondiale, celle d'une haute culture chrétienne orthodoxe, celle des légendaires anarchistes comme Volin, né Eschenbaum, qui le premier formula le syntagme de fascisme rouge à propos du régime stalinien, de Nestor Makhno, celle d'une grande littérature slave, Gogol, Bulgakov, Sacher Masoch, Joseph Conrad, etc., celle d'éminents savants comme Gamov ou Mesnikov, et terre des fécondités juives.
des grands maîtres du chassidisme, d'écrivains majeurs de la littérature juive, Sholem Aleichem, Mendel Sporim, Isaac Babel, Chaim Bialik, Joseph Roth, Stanislas Lem, Vassili Grossman, de musiciens particulièrement célèbres, je ne vais pas prendre le temps d'énoncer, celles de figures fondatrices du droit international dans protection de l'humanité, comme Raphaël Lemkin, Hersch Lauterpacht, celles des figures fondatrices aussi du sionisme, comme Jabotinsky, Abraham Pinsker, et puis Golda Meir, Moshe Dayan, Ben Tzvi, Nathan Sharansky, le Rebbe Menachem Schneerson, etc., etc. Tout ça pour indiquer que ces terres prennent place dans une topographie de l'histoire de l'humanité européenne et de l'histoire juive, entre passé et avenir, entre destruction et rédemption. Et que ce qui, au-delà des souffrances endurées, s'y joue aujourd'hui, entremêlant imaginaire et symbolique, dépasse la surface des déclarations des états-majors, des péroraisons académiques d'experts ou des comptes rendus de correspondants de guerre. Deux signes ont pu surprendre ceux qui suivaient leur étendue de ce qui se mettait de sens en place. J'en étais. Les populations russophones d'Ukraine, semble-t-il, ne se sont pas particulièrement montrées russophiles, ne sont pas venues au devant des troupes russes comme de promises libératrices, plutôt le contraire. Et un nombre certain de binationaux israélo-ukrainiens ayant fait leur apprentissage dans Tsahal sont repartis en Ukraine se joindre aux Ukrainiens. Signe de faible intensité spectaculaire, mais peut-être de haute signification. Quelque chose avait dû se passer là-bas qui pointait vers une autre ligne de front. Ces terres, aujourd'hui, sont devenues celles d'une ligne, en effet, de front entre régimes tyranniques, kleptocrates, politico-mafieux, voire totalitaires, et régimes démocratiques, fussent-ils encore chancelants. Une ligne de front pointillée sur le globe, encore, qui court aussi ailleurs, entre l'Iran, des mollahs et les islamistes entre eux et Israël au Moyen-Orient, ou entre la Chine, capitalo-communiste, et Taïwan, par exemple. De ces terres d'Ukraine, aujourd'hui, nous parvient l'écho d'une nouvelle fortitude, celle de l'esprit de résistance qui prend ses quartiers de la tête de l'État jusqu'au simple citoyen, courage au combat, esprit d'initiative, quel que soit le champ de compétences de chacun. Depuis ces jeunes informaticiens qui attaquent juchés sur des squads avec des drones les convois de chars à l'est de Kiev, jusqu'aux chanteurs d'opéra et groupes musicaux divers qui accompagnent la défense citoyenne, érigeant des murs de protection en sac de sable sur les rivages d'Odessa. Depuis l'ancien pitre chansonnier politique, auteur de séries en self-fulfilling prophecy, devenu président héros de la mobilisation en masse, qui répond tout à la fois aux basses moqueries du maître culturiste du Kremlin et aux vœux de compassion de celui de la Maison-Blanche par un « j'ai besoin de munitions, pas d'un taxi », jusqu'au défi des soldats de l'île aux serpents, lançant à l'impérative injonction de reddition « navire russe, va te faire foutre ». Trois mots semblent s'y accoler. Résistance nationale, résistance démocratique, résistance européenne. Ce n'est pas rien en forge pour l'avenir. Si on y associe l'effet de solidarité et d'accueil transnational des réfugiés, c'est quelque chose en germination de vie devant la mort qui frappe, qui tente peut-être sa chance. Une autre possibilité de l'Europe. Ni d'élité à la manière wokiste, LGBTiste, avec encore pleinement des hommes virils d'âme et des femmes de cran, ni archaïque à la manière des séductions barbares des chefs de horde pour poutinolâtres aux yeux de chimène, ni instrumental à la façon des technocraties dominantes. On verra si ça tiendra. On aimerait que ça laisse des traces dans ce sens-là au-delà des combats et que cela fasse honte au reste vautré de l'Europe et modèle en réparation de la honte. Est-ce illusion? Est-ce emballement d'envisager ainsi les choses? Peut-être. Encore une fois, beaucoup de peut-être, n'est-ce pas? La Pythie de Delphes, comme son toponyme l'indique, n'est pas de tradition hébraïque. En tout cas, l'Ukraine ne va pas ressortir du cadre pour longtemps, en souffrance aujourd'hui, en résurrection peut-être demain. Il n'y a pas besoin de Pythie pour le deviner. D'ici l'épreuve de réalité, qui ne manquera pas de venir, il nous a semblé nécessaire de revenir dans l'arrière-fond du fracas des combats et malheurs actuels, sur maintes réminiscences d'un passé qui ne passe pas et qui marque en incrustation
de ces balises les narrativités présentes, de s'édifier de clés de base pour la compréhension du sujet. Pour cela, nous avons la chance de pouvoir entendre aujourd'hui Boris Tcherny. Boris Tcherny est agrégé de russe, professeur de littérature et civilisation slave à l'université de Caen, comme l'a rappelé Sarah. Il est un spécialiste du monde juif d'Europe de l'Est et particulièrement d'Ukraine et de Biélorussie. Il est membre de l'Institut universitaire de France. Il travaille encore en collaboration avec Yad Vashem à Jérusalem. Boris Tcherny est l'auteur de nombreux articles et de plusieurs ouvrages, dont L'Echaïm, Histoire juive à travers le temps, avec Frédéric Brémaud et Giovanni Rigano, Contes et récits juifs et ukrainiens du pays Outsoul, paru aux éditions Petra. Il est également le traducteur des Carnets de Kiev, 1941-43, journal d'une bibliothécaire russe pendant l'occupation allemande, d'Irina Korochou-Nova, paru chez Kalman Levy avec le mémorial de la Shoah. Il est aussi l'éditeur des correspondances 1888-1932 de Salomon Reynard chez Honoré Champion. Il est donc non seulement un érudit sur le sujet, mais aussi un témoin précieux qui le connaît depuis le terrain. Cher Boris, nous vous écoutons. Bon, après cette présentation très élogieuse, je me dois d'être à la hauteur. Je vous remercie beaucoup, Gérard, pour cette invitation, ainsi que l'équipe, qui va me permettre de replacer, si vous voulez bien, il faut que je... Est-ce que j'ai mon partage d'écran? Oui. Oui. Alors, je vais essayer de l'avoir. Il est... Est-ce que vous voyez? Oui, très bien. Je vais essayer de l'agrandir. Voilà. Agrandir encore. Non, agrandir, excusez-moi. Et puis, voilà. Donc, normalement, ça marchait. Je pouvais le mettre en grand, mais là, bon, ça ira comme ça. Donc, guerre en Ukraine, ce qui m'a semblé important, c'est d'essayer de replacer le conflit actuel dans le temps, dans l'histoire, d'essayer de voir comment toutes les slogans, les différents mots, les différentes formulations de guerre civile, de dénazification, d'absence d'identité culturelle affirmée de la part du président Poutine s'exprimer ou trouver des échos dans l'histoire. L'Ukraine, c'est quoi? L'Ukraine, si on se place sur la carte de l'Europe, l'Ukraine, ça vient du mot kraj en langue slave qui signifie la bordure, la limite, la marche. Autrement dit, l'Ukraine peut être considérée comme la marche, le passage, la frontière qui sépare l'Est de l'Ouest, l'Europe du monde oriental et de l'Asie. Ce terme, employé surtout dans la langue ecclésiastique depuis le XVIe siècle, fut relancé par les intellectuels à la fin du XIXe siècle. Le pouvoir impérial russe, officiellement, et ce jusqu'à la révolution de 1917, ne reconnaissait pas l'existence du terme Ukraine. Le mot Ukraine, la dénomination Ukraine n'existait pas. Alors, si l'on prend une carte de l'Ukraine, ici, on s'aperçoit de quoi? Eh bien, on s'aperçoit que l'Ukraine est bordée au sud par la mer d'Azov, qui est ici, et par la mer Noire, c'est la région de Kherson, c'est la région de Mariupol, région qui est juste située en dessous du Donbass et des villes de Donetsk et de Lugansk, dont il est question actuellement. Plus à l'est, mais toujours au sud, nous avons la Crimée, qui était habitée, peuplée à l'origine par des Tatars, qui furent déportés par Staline en 1944 en raison de leur supposée collaboration avec l'Allemagne nazie. Juste à gauche de la Crimée, nous avons Odessa, une ville qui a été fondée par Catherine II à la fin du XVIIIe siècle, ville cosmopolite, ville où la vie juive a connu un développement particulièrement fécond et important. En remontant le Dniestre, nous avons les Carpates, des montagnes qui sont élevées. C'est un massif montagneux qui forme un arc de cercle qui part de la Moldavie, qui est ici, la Moldavie, et qui remonte jusqu'à la Pologne, tout en suivant toute cette frontière occidentale. C'est la région de la Galicie, à droite, de Lvov,
et de enseignement appelé Lemberg dans le monde yiddish. Séparant l'Ukraine en deux, nous avons à partir de Kiev ce fleuve qui s'appelle le Dniepr, avec la racine DN que l'on retrouve dans Danube, dans le Don, qui signifie le fleuve, la rivière dans les langues slaves. Ce fleuve, de tout temps, a été une route reliant le pays des Varegs, des Vikings, du nord jusqu'au sud, et qui a été une des raisons pour laquelle cette ville de Kiev a été un des premiers foyers du monde slave qui a été fondé à partir du IXe siècle et qui a connu son apogée au XIe siècle. C'est ici que s'est fondée la première ville slave et qu'a eu lieu le baptême de la Russie en 988, ce qui a donné cette appellation de Kiev, ville des mère des villes russes, reprise par Poutine, qui ensuite a considéré que l'histoire de Kiev s'écrivait dans un narratif qui se poursuivait ensuite à Moscou. Alors que, on sait très bien, même si durant le joug tatar qui a duré près de 2 siècles à partir du XIIe, XIIIe siècle, et ensuite avec le transfert du centre de gravité du monde slave, en tout cas du point de vue politique à Moscou, la vie a continué en Ukraine et cette vie ne s'est pas éteinte. Des événements se sont passés. Alors ces événements se sont passés dans un monde profondément cosmopolite, c'est-à-dire peuplé de Biélorusses, peuplé de Ruthènes, peuplé de Juifs, peuplé d'Ukrainiens, peuplé d'Allemands en particulier, qui sont arrivés au XVIIIe siècle pour peupler en particulier le sud de la Russie. Donc ce fleuve fut longtemps une ligne de débarcation entre l'Est et l'Ouest, dans une Pologne qui, au cours du temps, a été l'objet de partage. Elle a été partagée entre la Pologne, le régime de Lituanie et de Pologne. Elle a été partagée avec l'Autriche. Elle a été partagée avec la Russie. Et une partie de l'Ukraine s'est retrouvée lors des 3 partages de la Pologne, divisée entre différents empires, en particulier l'Empire austro-hongrois. Ici, nous avons la partie verte de l'Ukraine occidentale et dans cette partie beige, une partie de l'Ukraine orientale qui a été incorporée à l'État impérial russe. Donc, l'Ukraine, si vous voulez, en tant qu'entité politique, a cessé d'exister pendant plusieurs siècles. Cela ne veut pas dire qu'elle n'a pas existé en tant qu'entité culturelle. L'Ukraine, du côté de l'Empire russe, a été divisée en plusieurs gouvernements ou provinces, provinces qui s'appelaient région d'Odessa, région de Tauride, région de Kherson, région de Simferopol. C'est une région, ce sud de l'Ukraine, et qui autour de la mer Noire, qui a connu un développement culturel exceptionnel à partir du XIXe siècle, de la fin du XVIIIe siècle et au cours du XIXe siècle. Ça a été le grenier à blé de la Russie, mais aussi c'est une région qui a connu un développement capitaliste et industriel absolument phénoménal, avec le développement des voies de chemin de fer, avec le développement du commerce et en particulier avec le développement du port d'Odessa, qui est devenu au XIXe siècle la 3e ville de l'Empire russe, juste après Moscou et Saint-Pétersbourg. Pour vous donner un exemple, le père Goriot dans Balzac rêve de se rendre à Odessa et d'aller y faire fortune. Néanmoins, nonobstant ce développement, le pouvoir tsariste a exprimé un profond mépris pour la culture ukrainienne. Même le tsar Alexandre II, qui nourrissait des profondes ambitions réformatrices pour l'État russe et qui avait pour projet l'alphabétisation des campagnes, excluait l'ukrainien de son programme. Il considérait que l'ukrainien était du ressort d'un dialecte parlé par des paysans. Ainsi, l'usage du mot Ukraine était proscrit des documents administratifs et l'Ukraine était désignée sous le terme de Petite Russie, Malorassie, par opposition à la Grande Russie,
Balcha, Russie Velika et Russie, Russie centrale et européenne, et la Russie blanche, la Russie biélorusse. Ainsi, le tsar était appelé Russie de toutes les Russies, de la grande, de la petite et de la blanche Russie. Autrement dit, l'Ukraine en tant qu'entité politique n'existait pas. Cela ne veut pas dire que, cela ne veut pas dire que l'Ukraine n'existait pas, et en particulier dans les régions de l'Ukraine autrichienne est né un profond mouvement nationaliste qui a donné naissance à l'historiographie ukrainienne avec de très importantes recherches dans le domaine du folklore, de l'histoire, de l'historiographie ukrainienne, et c'est ainsi qu'a été créée la première chaire d'ethnographie à Lvov, chaire d'ethnographie dans les années 1880, qui a été occupée par celui qui va devenir le premier président de la République ukrainienne lors de la guerre civile. Effectivement, lorsque le président Poutine dit que l'Ukraine est une invention de Lénine, il se trompe grandement et de manière volontaire. Je dirais que l'Ukraine a existé avant la période soviétique, elle a existé au moment de la guerre civile. C'est un passage, c'est une page qui est particulièrement troublée, puisqu'elle a vu au pouvoir elle a vu accéder au pouvoir différentes personnalités pro-allemandes, pro-polonaises, pro-bolcheviques, avec des affrontements considérables entre nationalistes, anarchistes, comme l'a très bien rappelé Gérard Rabinovitch. C'est également le moment où l'Ukraine a connu des pogroms particulièrement violents, perpétrés par les nationalistes ukrainiens, par les hommes de Petliura, mais également par d'autres forces en présence, les Blancs, défenseurs du pouvoir tsariste, les Rouges, bolcheviques, les anarchistes également, les hommes de Makhno. L'Ukraine, en tant qu'entité politique, va avoir une vie très courte, puisque dès le traité de Brest-Litovsk de mars 1918, même s'ils sont partie prenante à côté des Allemands et des Russes, les Ukrainiens n'obtiennent pas de territoire et l'Ukraine disparaît avec le traité de Riga en mars 1921, signé entre les Polonais et la nouvelle Union soviétique, enfin la Russie soviétique. En 1922, c'est la création de l'URSS, mais également la création d'une Ukraine dans laquelle est incorporée par Staline la région de Kharkiv, région peuplée de russophones, de façon à pouvoir contrebalancer le pouvoir nationaliste, jugé nationaliste par les autorités soviétiques. 1928, 1922, 1928, et j'y reviendrai également quand je parlerai de la place des Juifs dans cette Ukraine, est une période qui est appelée russe-colonisation, c'est-à-dire indigénisation. Pour gagner les différentes nationalités à sa cause, le pouvoir soviétique va permettre le développement d'une culture ukrainienne en Ukraine, d'une culture biélorusse en Biélorusse, c'est-à-dire qu'il va flatter quelque part les sentiments nationalistes d'une culture qui sera nationaliste par la forme et socialiste par le contenu. Cette idylle entre je dirais, entre la population idylle relative entre la population ukrainienne et le pouvoir soviétique, va s'arrêter en 1928 lors du début de la collectivisation et du premier plan quinquennal, mais je reviendrai sur ce passage-là plus tard, lorsque j'aurai parlé de l'Ukraine ici, donc une carte pour voir un peu comment l'Ukraine s'est reconstituée à partir de 1922, puis après 1939 lors du pacte Ribbentrop-Molotov, 1945 lors de la fin de la Seconde Guerre mondiale et les différentes régions. Vous voyez ici la région qui est en grisé, qui est la région qui est la période des affrontements, et puis la Crimée qui est ici. Mais je vais, après cette tour d'horizon très rapide sur l'histoire de l'Ukraine et jusqu'à l'actualisation, en venir au passage sur les Juifs en Ukraine. Les premières colonies apparaissent en Crimée, et en particulier dans la région à l'ouest de la Crimée, dans la région d'Odessa. Il semblerait que des premiers marchands sont apparus dès la période grecque, et
les Juifs sont également présents plus tard au moment de l'essor et de l'apogée de la Russie kievienne, de la ville de Kiev au XIe siècle. Selon une légende, Vladimir, avant d'adopter la religion catholique, chrétienne, excusez-moi, a hésité entre la religion juive et la religion musulmane et la religion chrétienne. Il n'aurait pas accédé à la religion juive en considérant qu'un peuple qui vivait dans l'exil était un peuple qui était marqué par le sceau du malheur et qu'il valait mieux adopter une autre religion. Quoi qu'il en soit, les Juifs ont vécu dans cette région-là, ont commercé et ont été particulièrement importants dans la région qui était un peu à l'ouest de l'Ukraine, en particulier en Pologne, dans le royaume de Pologne et de Lituanie, au XVIe et XVIIe siècle, royaume qui était période qui est considérée comme le période d'or de la vie des Juifs en Pologne et en Lituanie. Alors, c'est une période d'or, mais c'est également une période qui est marquée dans l'inconscient et dans la mythologie des peuples de cette époque-là et par la suite comme une période où les Juifs sont les exploiteurs des paysans ukrainiens. Il y a les grands propriétaires terriens polonais qui n'habitent pas toujours sur les lieux et puis qui confient la gestion de leur domaine, des latifundia, aux Juifs qui sont chargés de collecter les impôts auprès des paysans ukrainiens et qui, semble-t-il, en profitent pour les abreuver de vodka et leur soutirer leur argent dans les auberges qui sont tenues à 90% par des Juifs. Cela relève d'une explication historique qui serait très longue, mais tout cela est très fortement schématisé. Toujours est-il que c'est au nom de la vengeance et du rétablissement de la dignité du peuple ukrainien que des grands pogroms sont organisés par le cosaque Bogdan Khmelnytsky au XVIIe siècle. Pogrom, le mot vient de gramit en russe et en ukrainien qui signifie piller, voler. Ces pogroms de cette vague de pogroms initiés, perpétrés par Bogdan Khmelnytsky, vont très fortement marquer l'inconscient juif de cette région. Ensuite, après cette période de pogrom, la vie va se poursuivre après le XVIIe siècle et au XVIIIe siècle, les Juifs vont se trouver incorporés dans l'Ukraine russe, et ceci de manière involontaire suite aux 3 partages de la Pologne en 1793 entre 1795. Et ils vont se retrouver dans l'Empire russe et en particulier dans ce qu'on appelle la zone de résidence, the Pale en anglais. Et cette zone de résidence qui couvre en gros la Lituanie et la Biélorussie contient une immense partie qui se trouve en Ukraine et que l'on retrouve ici. Vous voyez, je la dessine avec la flèche, tout ce qui se trouve dessous. Alors, cette zone de résidence qui va exister entre 1795 et 1915 est un immense territoire, comme on peut le voir, et il a été perçu par les Juifs comme une zone d'exclusion, une zone ne permettant pas de sortir, d'où vous n'avez pas le droit de sortir, d'où le nombre de professions était limité. Ils n'avaient pas accès à toutes les professions. Ils étaient limités dans le déplacement, ils étaient limités également dans l'accès aux universités. Et cette zone de résidence a été également, et dans la partie ukrainienne en particulier, une zone de profond développement de vie culturelle et politique, avec, comme l'a dit Gérard, la naissance de plusieurs sortes de vie juive. Le hassidisme, dans la région de Lvov, de Lemberg et dans la région des Carpates. C'est une sorte de retour à une forme primitive de la vie religieuse, avec l'accès mystique à la fois par le chant, par le ressentir de la communion avec la nature. Également l'orthodoxie, qui est l'étude des textes, mais aussi une profonde influence de la Haskalah, des Lumières juives, par la proximité avec l'Allemagne et avec l'Autriche. C'est une région également qui a donné naissance à tous les grands mouvements politiques
juifs de la fin du 19e et du 20e siècle. C'est à Odessa que naît le sionisme. C'est à Odessa également, et dans les terres plus industrielles d'Ukraine, dans le nord, que naît le bundisme, c'est-à-dire un parti qui prône le socialisme, mais un socialisme aux couleurs juives. C'est également en Ukraine, et en la personne de Semyon Dubnov, qui séjourne à Odessa, que naît le territorialisme, c'est-à-dire la recherche d'une autonomie juive en diaspora qui bénéficierait, qui jouirait d'une possibilité d'autogestion, autogestion culturelle, autogestion scolaire également. Mais c'est également dans cette région de la Russie que naît un profond mouvement révolutionnaire et un engagement de jeunes juifs dans le mouvement de la social-démocratie russe aux côtés de Lénine et de Trotsky. Alors, ce monde juif qui est principalement, donc, comme on le voit, concentré, hein, c'est 2,5 millions de juifs, 3 millions pratiquement, va connaître une histoire particulièrement mouvementée. Alors, si dans la vie de tous les jours, il y a des relations très étroites, aussi bien au niveau culturel que, je dirais, humain, quotidien, des relations très proches entre juifs et ukrainiens, relations sur lesquelles il faudrait revenir et s'appesantir, il y a aussi des passages profondément violents, avec des vagues de pogroms entre 1903 et 1905, la guerre civile, telle que je vous l'ai déjà évoquée à travers la revendication nationaliste incarnée par la personne de Simon Petlura, qui sera assassiné par Schwarzbard en 1926 à Paris pour se venger précisément des pogroms perpétrés par les hommes de Petlura. Mais la vie juive en Ukraine, ça va être également l'indigénisation, de la même manière qu'il y aura une indigénisation ukrainienne que j'ai évoquée précédemment. C'est-à-dire qu'il va y avoir dans la période soviétique un enthousiasme, véritablement un enthousiasme juif pour la politique soviétique qui va permettre pendant quelques années, durant les années 20, de développer une culture yiddish avec un contenu soviétique et qui va donner naissance à la poésie, à la culture juive telle qu'on peut la connaître, incarnée en particulier par le poète Peretz Markish. Ce qui va faire que cette culture juive soviétique, elle va se développer selon deux branches. Elle va être d'une part une culture yiddish, mais également une culture yiddish, une culture juive qui va se concrétiser par un apport considérable des Juifs à la vie soviétique et à la construction de la société soviétique, bien au-delà de l'Ukraine, en Moscou, à Leningrad et également en Sibérie. Alors, vivent 2,5 millions de Juifs avant le début de la Seconde Guerre mondiale, et ces Juifs vont participer à l'effort de guerre, mais ces Juifs également vont subir de plein fouet la Seconde Guerre mondiale, avec, pour l'Ukraine, un mode opératoire spécifique qui va être celui de la Shoah par balle, c'est-à-dire, comme l'a dit Gérard, les exécutions massives de population dans les ravins près des grandes villes. Et un des épisodes les plus tragiques de cette Shoah par balle, c'est l'exécution de plus de 30 000 Juifs en 2 jours au moment de Kippour à Kiev, au lieu dit Babi Yar, dans la banlieue de Kiev, le 28 et 29 septembre 1941, par des Inside Group, mais également avec l'aide de collaborateurs ukrainiens. Tant et si bien, et Gérard Rabinovitch a cité son nom, Vassili Grossman, qui était alors correspondant de guerre, revient dans son Ukraine natale en 1943 et dit « Il n'y a plus de Juifs en Ukraine ». Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que
les populations soient au mieux indifférentes et détournent le regard, au pire prennent une participation active dans l'anéantissement de la population juive d'Ukraine. Eh bien, il faut remonter quelques années en avant dans cette collectivisation en Ukraine, dans cette collectivisation qui est causée, qui s'est accompagnée d'une famine provoquée par l'État soviétique, par Staline, ce qu'on appelle le Holodomor, c'est-à-dire une famine qui a été fabriquée par l'homme. C'est la première fabrique et c'est la première famine qui a été provoquée, d'une part pour mettre fin, pour anéantir la classe paysanne en tant que classe sociale, précisément, mais également pour anéantir le mouvement nationaliste ukrainien de la part de Staline. Alors, cette famine va avoir des conséquences immédiates très importantes, 3 millions de morts, mais également, elle va être ressentie comme une épreuve imposée par l'État bolchevique dont la structuration, dont la construction, à la construction de laquelle, plus exactement, participent des Juifs en nombre. Je vous l'ai dit. Cette association famine, participation des Juifs à la construction du communisme en URSS, va créer des conditions d'une rencontre extraordinairement fantastique, mortifère, lors de l'invasion des Allemands. Puisque les troupes nationalistes et les armées nationalistes de Stepan Bandera, dont il est fortement question actuellement, et dont j'ai indiqué les dates de naissance et de mort, les nationalistes de Bandera vont prendre pour prétexte l'implication des Juifs dans la construction du communisme en Union soviétique pour participer aux exactions, pour participer à l'exécution des populations juives d'Ukraine. Reprendre aujourd'hui le nom de Stepan Bandera pour lui donner, reprendre son nom pour reprendre son nom pour appeler un boulevard à Kiev en 2000 et quelques, est au moins une maladresse. C'est une erreur historique. Maintenant, Stepan Bandera, on le comprend depuis aujourd'hui, c'est-à-dire depuis ce que nous connaissons sur la Shoah. Stepan Bandera, lui, est un héros national car il recherchait à avoir l'indépendance de l'Ukraine en s'opposant à la fois, d'une certaine façon, aux Soviétiques et aux Allemands, ou du moins c'est ainsi que c'est présenté. Ici, les travaux n'ont pas été faits. Si le nom de Stepan Bandera a été attribué à un boulevard, si le nom de Petliura apparaît également, personnalité aussi controversée, c'est que le travail sur l'histoire qui a commencé à être fait, en particulier sur Babillard, avec le rôle des collaborateurs, le rôle de la population, sur la présence des Juifs, de quels Juifs, si ce travail a commencé à être fait en Ukraine, il n'a pas pu être mené à son terme, car n'oublions pas que l'Ukraine est un pays très récent, très neuf. Et en tout cas, le peu d'histoire qui a été initié n'a pas du tout été initié en Russie, alors que précisément, il a été fait. Ce travail a commencé à être fait en Ukraine et certainement, il faudra encore du temps, mais il devra être fait. Pour le coup, il ne faudrait pas oublier que le terme de dénazification qui a été utilisé par Poutine lors de son combat, lorsqu'il a annoncé « je vais lancer l'invasion de l'Ukraine pour dénazifier », ce terme de dénazification a une signification bien précise. Il s'adresse à la chasse aux nazis qui a été initiée dans les années 60 et 70 en Allemagne contre les collaborateurs effectifs du régime hitlérien, mais en aucun cas
contre des populations. Il ne faudrait pas également oublier que l'Ukraine a perdu 6,5 millions de morts dans la lutte contre l'envahisseur nazi et que dans ces 6 millions, il y a près de 4 millions de soldats soviétiques ukrainiens qui sont morts pour lutter contre l'envahisseur nazi. La période soviétique, je vais passer très rapidement, elle se caractérise par une colonisation linguistique et culturelle, mais également par des soubresauts, comme par exemple en 1954, l'arrivée au pouvoir de Khrouchtchev et peu de temps après, le rattachement de la Crimée à l'Ukraine. Crimée dont il est fortement question actuellement. Bien, la période qui vient après, depuis 1991, je suis désolé de passer très rapidement, mais je pourrais revenir sur certains passages. La période 91, l'Ukraine arrive à l'indépendance au cours d'une beuverie. Il faut s'en souvenir. Il y a le président Boris Eltsine, il y a le président Kravchuk, qui est alors président de l'Ukraine, et le président de la Biélorussie, qui se retrouve lors d'une partie de chasse. Et après la partie de chasse, il décide de faire éclater l'Union soviétique lors, comme je disais, d'un repas très arrosé. Les élections ont lieu en 1994. Il y a l'élection de Leonid Kuchma, qui est un russophile, plutôt russophile. Là, entrent en compte d'autres lignes de fracture qui sont des problèmes profondément nationalistes, et ces problèmes nationalistes se cristallisent autour de la question linguistique. Alors, Leonid Kuchma est plutôt russophile, mais comme le dit Alexandre Solzhenitsyn à cette époque-là, malgré les tendances, plutôt l'inclination russophile de Leonid Kuchma, il y a une persécution active de la langue russe. Par exemple, à l'école, eh bien, on oblige les écoliers à lire Alexandre Pouchkine dans la traduction en ukrainien. En 2004 a lieu la révolution orange. Alors, la révolution orange, pourquoi cette couleur? Parce qu'il y a des élections. Et orange, pourquoi? Parce qu'il y a une tradition en Ukraine, c'est lorsque l'on veut séduire une jeune fille et que cette jeune fille n'est pas d'accord avec la proposition de son galant, eh bien, elle place une citrouille de couleur orange sur le rebord de sa fenêtre ou devant sa porte pour signifier son désaccord. Alors, désaccord de quoi? Eh bien, désaccord avec l'élection de Viktor Yanukovych. Viktor Yanukovych qui, lui, porte les couleurs bleues et qui est un infidèle à Moscou et qui veut mener une politique pro-russe très importante avec une sorte de soumission, retour de soumission de l'Ukraine et de réintégration de l'Ukraine dans le giron russe. Ce sont des élections qui sont truquées. Ce sont des élections qui sont truquées et de nouvelles élections ont lieu ensuite en 2010. Entre 2004, donc il y a des élections. En 2010, Yanukovych est chassé, mais Yanukovych revient par la porte en 2010. Il revient en 2010 et là, il demande de changer la constitution selon un procédé que l'on retrouve aujourd'hui en Biélorussie, que l'on a trouvé il y a peu de temps en Russie. Changer la constitution, concentrer les pouvoirs entre les mains du président, réprimer les médias, répartir les richesses ukrainiennes entre une poignée d'oligarques russes, et ceci afin de rapprocher l'Ukraine de la Russie, tout simplement d'intégrer l'Ukraine dans la Russie. Et c'est ici que se produit Maïdan. Maïdan, qu'est-ce que c'est Maïdan? Maïdan, c'est une révolution pour que l'Ukraine se tourne vers l'Europe. Maïdan, c'est le refus affirmé d'une soumission à la Russie. Maïdan, c'est la volonté d'intégrer l'Europe avec tout ce que cela comporte de dimension humaniste et de respect de la personne humaine. De la fin des manigances politiciennes en faveur de la Russie.
Maïdan, c'est l'affirmation volontaire de se tourner, volontariste de se tourner, de tourner le dos à la Russie, de tourner le dos à la politique russe, de tourner le dos à un narratif russe et d'intégrer une autre civilisation, d'intégrer de plein droit et pleinement une civilisation européenne. C'est également une certaine volonté de tourner le dos à la corruption et à la direction du pays partagée, divisée entre grands groupes oligarchiques. Alors, tout n'est pas parfait. Tout n'est pas parfait. En 2014, 2010, nous sommes là dans une structure, je répète, dans un pays qui est récent, qui est neuf. Zelensky lui-même, ce président anciennement comédien, comme l'a rappelé Gérard Rabinovitch, est quelqu'un qui part avec des idéaux, rétablir la démocratie, lutter contre la corruption. Il n'empêche que le pays est divisé, non pas et réglé sous la coupe, non pas d'oligarques russes, mais sous la coupe d'oligarques ukrainiens qui font leurs lois dans les régions. Mais néanmoins, il y a la liberté de la presse. Néanmoins, il y a la liberté de parole. Néanmoins, il y a la liberté d'expression qui est là. Néanmoins, il y a un pays qui se développe du point de vue technologique et qui se rapproche du point de vue du développement technologique de ce qui se fait de mieux dans les provinces, dans les pays baltes, la Lettonie, l'Estonie et l'Estonie. Maïdan, c'est aussi l'affirmation d'une identité. Nous sommes l'Ukraine, nous ne sommes plus la Russie. Ceci va donner lieu à une sorte de révolte qui va se produire, révolte qui va se propager, la prise de la Crimée par les petits hommes verts de Poutine et ensuite par la prise de Donetsk et de Lugansk. Alors, la prise de Donetsk et de Lugansk est une sorte de carnaval ou d'opérette, comme dirait Mikhail Bulgakov en parlant de la situation à Kiev au moment de la guerre civile. Arrivent des personnes que personne n'a jamais vues dans les villes de Lugansk et de Donetsk, qui s'affirment en tant que Russes, qui mettent des sacs de sable devant les bâtiments, qui mettent des cagoules et qui disent ici, c'est maintenant des régions russes. Ce sont des régions d'opérette, tout est absolument factice, mais ils prennent le pouvoir en disant maintenant on parlera russe et maintenant il n'y aura plus qu'une seule télévision. Ensuite, pour régler ce problème de l'indépendance de ces régions, de DNR, de LNR, de Lugansk, de Donetsk, de la Crimée, il y a les accords de Minsk qui sont signés, des accords qui prévoient la tenue d'élections, de votes sur le statut de ces régions-là, avec un désaccord profond. Les élections sur le statut doivent-ils avoir lieu avant ou après le départ des forces russes qui sont présentes implicitement à Donetsk, Lugansk? Les Ukrainiens disent d'abord partez, et ensuite il y aura les élections. Il y aura un vote. Les Russes et les partisans de la sécession disent non, c'est dans cet état, avec notre présence ici, que doivent avoir lieu les doivent avoir lieu les élections. La situation s'éternise. Il y a un conflit larvé qui fait près de 13 000 morts depuis 2014 du côté ukrainien. Et le 24 février 2022, cette déflagration, ce discours totalement surréaliste de Poutine, parlant de dénazification, une dénazification qui, avec le temps et dans les écrits des idéologues proches de Vladimir Poutine, se transforme en déukrainisation, c'est-à-dire l'élimination pure et simple de ce qui fonde l'identité ukrainienne. Ce que l'on pourrait retenir, et je pourrais dire en conclusion, et ça pourrait être une piste également pour une discussion, c'est qu'en dépit, et pour recentrer sur la question des relations judéo-ukrainiennes, c'est qu'en dépit des pogroms, en dépit même de la Shoah par balle, il a existé une identité juive ukrainienne très forte, qui s'est concrétisée par des échanges culturels très féconds.
Je pense à Odessa. Je pense aux premiers journaux qui ont été publiés à Odessa en 1860, à partir de 1860. Je pense aux échanges culturels, aux échanges dans le domaine de la peinture, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la littérature, mais également dans le domaine de la vie quotidienne. Voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. Rapidement, je peux revenir sur beaucoup de points. Je suis à votre disposition. Merci beaucoup Boris. On en voudra encore davantage et davantage. Ah, mais je suis à votre disposition. Hein. Vraiment, ça réaligne et ça nourrit, ça réaligne des éléments historiques pour comprendre où on est aujourd'hui, et ça nourrit un vide de connaissances, d'approximation qui manque, parce que l'histoire longue, ça existe, et on a besoin de ces choses-là. Les choses n'apparaissent jamais sui generis, comme ça. Alors exactement. Et vous avez cité le terme de terre de sang. C'est le nom d'un titre d'un livre de Timothy Snyder, hein, Les Terres de sang, qui a été publié, je crois, je n'ai plus l'année, mais qui permet de bien saisir comment les conflits en fait transcendent les frontières, et comment depuis 200-300 ans, ces espaces-là sont des espaces de confrontation et de violence. Parce qu'on a parlé des affrontements entre Russes et Ukrainiens, Juifs, Ukrainiens, mais on pourrait parler également des affrontements entre Ukrainiens et Polonais qui ont fait entre 50 000 et 100 000 morts en Volhynie dans les années 1920. Donc, voilà. Ouais. Oui. Moi, s'il y a des questions, s'il y a des gens qui veulent faire des discussions, personne ne s'est inscrit là-dessus. Et puis, je vois que le temps tourne. Mais moi, j'aimerais bien, si c'est possible, Boris, que vous reveniez sur deux choses qui, en effet, sont préoccupantes, dont on a eu un indice comme ça, la maladresse, je dirais, de Zelensky à son adresse à la Knesset. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt un peu dans le sens de ce que vous dites, c'est-à-dire l'indicateur d'une ignorance dans les générations nées en Union soviétique, d'une ignorance des enjeux réels de la Shoah, et que, comme si c'était au mieux qui est compris une espèce de crime de guerre ethnique et pas quelque chose qui est une crise civilisationnelle fondamentale. Et en effet, en vous écoutant, et comme je sais combien vous êtes un homme sur le terrain et en liaison avec les gens du terrain, il y a un gros travail encore à faire. Et je pense que le pataquès de Zelensky est moins une faute morale qu'un indicateur et un symptôme de méconnaissance et de non-culture. J'aimerais, si vous pouviez, si c'est juste ce que je dis, de développer sur ce point. Écoutez, deuxièmement, et la deuxième question, ça serait, d'après vous, de ce que vous sentez et de ce que vous connaissez des gens là-bas, et de ce que vous dites de ce qu'a été Maïdan, etc., notre sentiment, j'ai essayé de le dire un peu dans l'ouverture, c'est qu'il y a une ligne de front là qui s'active et qui modifie beaucoup de choses, beaucoup de paramétrages, qui n'est pas seulement celle de la nation ukrainienne face à la Russie, mais qui est aussi celle d'une culture démocratique en gestation face à une culture tyrannique. Et comme si, c'est ce que j'ai essayé de dire, il y avait à la fois un enjeu national, mais aussi un enjeu démocratique et au fond un enjeu européen, parce que ça secoue un peu les Européens et les institutions européennes. Oui, alors deux questions très différentes. La première me touche au plus profond de moi-même. Je suis en train de travailler sur le ghetto de Brest-Litovsk et
le travail sur le ghetto de Trécétos donne pleinement à sentir ce qu'est un génocide. Voilà. C'est aujourd'hui, on élimine les gens pour des critères, selon des critères raciaux déterminés, et à la fin, il n'y a plus personne. Hein. Alors, il y a une banalisation des termes en Russie comme en Ukraine qui est assez remarquable. On parle de génocide des Russes dans la région de Donetsk, on parle de dénazification, on parle de Zelensky compare ce qui se passe à ce qui s'est passé durant la Shoah. Tout ça parce que se rejoue la Seconde Guerre mondiale. Il y a une volonté de créer un narratif absolu. Nous, Russes, nous sommes descendants des vainqueurs du nazisme, donc les combats que nous entreprenons aujourd'hui ne peuvent que s'inscrire dans la continuité de cette lutte contre l'envahisseur nazi. Premièrement. Deuxièmement, de la part de Zelensky, il y a la volonté également maladroite, je dirais, de justifier ou de présenter ce combat contre, de montrer que finalement, ce que dit Poutine sur les nazis, les bandéristes, ce n'est pas vrai. Nous ne sommes pas des bandéristes. Nous sommes également des victimes et nous sommes tellement à un tel degré des victimes que nous devenons les égaux des victimes de la Shoah. Voilà. Et il y a une sorte de surenchère dans le martyrologue qui est, de mon point de vue, insoutenable. Et j'en dirais insoutenable à ce point que hier, j'étais à une réunion sur Mariupol et quand j'entendais des slogans ukrainiens, et en particulier le Slava Ukraine, gloire à l'Ukraine, et quand j'ai demandé aux jeunes qui étaient sur place, est-ce que vous savez quelle était l'origine de ce slogan? Ils m'ont dit non. Et quand on sait que ce slogan a été utilisé par les hommes de Bandera, il m'a semblé que là, il y avait une collusion de l'histoire qui était profondément choquante. Voilà. Alors, tout ça vient certainement de la part de Zelensky de frapper l'opinion publique, mais également d'une confusion qui est dangereuse, j'allais dire pour nous, juifs, pour tous ceux qui s'intéressent à la Shoah. Je vais dire, non, ce qui s'est passé entre 1939 et 1943, sur ces terres-là, ce n'est pas ce qui se passe actuellement, même si ce qui se passe actuellement est affreux et horrible. Il n'y a pas de déportation, il n'y a pas de ghetto, il n'y a pas tout ça. Je veux dire, il faut savoir raison garder, il faut savoir garder tout ça en perspective avec l'histoire. Alors, c'est vrai que les gestes, ce qui se passe est affreux. C'est vrai que le travail sur la mémoire, le travail sur l'histoire n'a pas été fait en Russie volontairement, et c'est vrai que en Ukraine, il y a des éléments, des forces qui ont commencé à travailler sur ce qui s'est passé. Alors, est-ce de la méconnaissance, est-ce de la politique, j'ai du mal à dire, mais en tout cas, je suis très ferme. Il faut que nous, en tant que personnes responsables qui s'intéressent à la Shoah et qui travaillent sur la Shoah, nous refusions cet amalgame. C'est indispensable, me semble-t-il. Et je pense que l'attitude de Zelensky devant les députés de la Knesset a été mal perçue et à juste titre. Voilà, enfin, c'est mon point de vue. Voilà. En ce qui concerne Maïdan, c'est le refus de la tyrannie asiate. Quand je dis asiate, c'est la tyrannie eurasienne telle qu'elle est conçue par Poutine. L'Eurasie, c'est le grand espace entre l'Europe et l'Asie, entre l'Europe et la Chine, avec, semble-t-il, une attitude particulière, une appréhension particulière de la vie humaine, des rapports entre le chef et la population. Non, Maïdan, c'est volontairement, on prend
On se tourne vers l'Europe, on se tourne vers les Lumières, on se tourne vers la loi, on se tourne vers le respect de l'individu. C'est la distinction entre la masse, la foule en Russie et l'individu en Europe de l'Ouest et en Europe de manière générale. Ça ne peut pas paraître violent, mais je vous le dis sincèrement, aujourd'hui, il peut y avoir 50 000 morts dans l'armée russe, 50 000 mers pourront être effondrées, cela ne fera pas bouger un cil de Poutine. Il n'en aura rien à faire. Et la communauté et la société russe n'en aura rien à faire. Ça n'a pas d'importance. On supportera. On prendra sur soi. Donc, il y a là un problème de société, il y a un problème philosophique, il y a un problème d'éthique. Il faut savoir si on va se tourner vers un monde où on acceptera cette présence où l'homme n'est rien, il faut le dire les choses telles qu'elles sont, où l'homme n'est rien en tant qu'entité, en tant qu'individu, d'intime, puisque le totalitarisme est la lutte contre l'intimité dans ce qu'on a de plus profond en soi. Est-ce qu'on va accepter cette présence-là ou est-ce qu'on va vouloir un autre monde? Voilà, c'est très très fort comme enjeu, comme débat, et qui dépasse le champ militaire de Lugansk de la Crimée. Oui, je crois que c'est très clair. Je crois que c'est tout à fait clair. D'ailleurs, vos deux remarques et deux réponses sont tout à fait claires et doivent servir de balise dans nos réflexions et dans le prolongement de cette séance. Je ne vois pas de demande d'intervention. On va donc peut-être, je redonne la parole à Sarah, on va peut-être arrêter Harry, là. est-ce que tu veux nous dire un petit mot peut-être Oui, quelques très réflexions rapidement. suite à l'intervention de M. Tcherny? Oui, bien sûr, merci Sarah, cher Gérard, cher Boris Tcherny. D'abord, un très, très, très grand merci parce que nous avions besoin de ces explications, de ce rappel historique, de ce fond, revenir aux fondamentaux, revenir à la complexité des situations auxquelles nous sommes confrontés. Et puis, il faut lutter contre le rouleau compresseur de l'information qui réduit tout à pas grand-chose, à des slogans, à des formules. C'est très grave, c'est très important justement de garder à l'esprit tout ce que vous nous avez dit. Et je suis très enthousiaste d'abord du fait qu'il y a eu beaucoup de gens qui ont assisté en direct et qu'il y en aura encore beaucoup plus qui vont suivre le replay, parce que c'est un peu ça le principe de ces ateliers républicains, fabriquer du contenu pertinent, le rendre disponible pour l'ensemble de notre réseau, constitué à la fois de personnalités qui sont nos soutiens, nos supporters, mais également de responsables politiques, de chercheurs, de think tankers, de journalistes. Et vraiment, mon cher Gérard, chaque jour, nous disons quelle bonne idée nous avons eue de créer ces ateliers républicains qui nous apportent tant. Et il n'est pas contestable qu'à quelques jours du premier tour de la présidentielle, on reparlait de cette question de l'Ukraine qui est centrale dans l'histoire contemporaine, qui va marquer les esprits pour longtemps, qui va remodifier ou modifier tous les paramètres politiques, géostratégiques, géopolitiques, qui aura un impact aussi sur la manière que demain les médias auront de traiter des conflits. Et nous sommes en première ligne, si j'ose dire, parce que n'oublions pas qu'il y a un conflit qui dure et qui va perdurer malheureusement au Moyen-Orient, dont nous sommes régulièrement abreuvés de commentaires, d'images et de beaucoup de manipulations. Donc toutes ces questions que nous abordons au quotidien depuis des années trouvent une nouvelle réalité dans la crise russo-ukrainienne. Et donc, pour nous, très important, nous reviendrons bien sûr sur ces sujets-là, j'imagine avec d'autres intervenants. Et en attendant, je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine,